Le grand matin été Sud Radio, 6h-10h, Benjamin Glaise, Billy. Et bon réveil, bon début de journée avec Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h dans le grand matin été Sud Radio. Dans quelques tout petits instants, c'est le débat de l'info-vérité sur le Tour de France. Notre question ce matin, l'édition 2019 restera-t-elle dans l'histoire? C'est vrai qu'il nous a pas mal tenu en haleine quand même ce Tour de France. 3 semaines assez incroyables avec un scénario un peu fou. On l'a vécu sur Sud Radio, bien sûr, avec toutes nos équipes. Scénario à suspense. Et puis on en parlera bien sûr avec nos débatteurs qu'on va présenter dans quelques instants. Le reportage de la rédaction de Sud Radio nous emmènera tout à l'heure dans la lavande, cette merveilleuse lavande en Provence. Et puis, mon cher Benjamin, est-ce que vous l'avez entendu siffler le train ? Ah non, je vais l'entendre. Vous allez l'entendre. On va le réentendre. Tube de l'été, nous verrons qu'il y a toujours une histoire derrière un tube et celle de Richard Anthony est à ne pas manquer. Ce sera tout à l'heure, 9h04. C'est parti pour l'info-vérité. Le grand matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et oui, il n'y aura pas de vainqueur français cette année. Il va falloir attendre encore au moins un an pour espérer qu'un tricolore puisse remporter cette grande boucle. Je vais présenter nos invités ce matin pour répondre à cette question. Est-ce que l'édition 2019 restera dans l'histoire de ce Tour de France? Avec tout d'abord Pascal Chanteur qui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Consultant Sud Radio, ancien coureur professionnel, président de l'UNCP, le syndicat français des coureurs cyclistes. À côté de vous, Christian Mazola, président du Paris Cycliste Olympique. Bonjour. Bonjour à tous. Un premier club de vélo à Paris. On a aussi avec nous Augustin Moriot, journaliste sportif sur Sud Radio. Bonjour Benjamin et bonjour à tous. Et puis enfin on termine notre tour de table. C'est par téléphone. Frédéric Brindel, journaliste de la rédaction de Canal+. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Et donc cette question que l'on vous pose ce matin, est-ce que cette édition du Tour de France va rester dans l'histoire de la grande boucle? Mathilde Chouin, pour le moment, ça donne quoi au niveau des réseaux sociaux? C'est serré. 55% pour, 45% contre. C'est oui pour Ram RG, pour qui ce 100e anniversaire du maillot jaune aura très bien été fêté. Et la déception pour Paysan 47, toujours pas de victoire française malgré tous les efforts des coureurs français. Pourquoi cette édition ne restera pas dans les mémoires? Pourquoi elle le restera? On attend vos commentaires sur Twitter au 0826 300 300. Et c'est le numéro qu'a composé Jacques de Toulouse. Bonjour Jacques. Jacques qui est avec nous. Jacques de Toulouse, vous êtes là? Non, bon, on va passer, on va attendre qu'il revienne. Jacques de Toulouse, voilà, qui est là, qu'on a retrouvé. Bonjour Jacques. Non, on le passera, on l'écoutera plus tard. En tout cas, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Avec tout d'abord, on va venir vous voir, Frédéric Brindel, puisque vous avez passé la soirée avec les coureurs cyclistes. Dans quel état d'esprit ils étaient hier? C'était la délivrance, il y avait de la joie? Il y avait beaucoup de satisfaction pour tout le monde et j'ai trouvé ça très festif. Alors ça a commencé sur la place de la Concorde. Souvent c'est le cas, mais là j'ai trouvé un peu plus que d'habitude. Il y avait en fait donc les bus des équipes qui étaient garés devant l'hôtel Crillon. Ça allait jusqu'à l'église de la Madeleine. Et devant chaque bus, pour la plupart, il y avait un buffet qui avait été mis en place par les équipes. Donc ça y allait des cacahuètes, etc. Et alors après, certains sont partis très tôt, comme les Total Direct Energy, avec un repas, guindé les coureurs tout de suite en costume dès la sortie du bus. Et puis d'autres, comme l'équipe polonaise CCC, avec Simon Geschke, ancien vainqueur d'étape, qui lui, alors, il était 23h30, il était encore habillé en coureur cycliste et il discutait. C'est vraiment particulier. Bon, puis après, il y a eu des très très longs repas comme celui de Conan Quick-Step. On a assisté à un moment assez fou. Je vous le raconte, c'est Julien Alaphilippe. En fait, il est revenu, donc il y a eu le protocole, il a remporté le prix du super combatif. Et il y avait évidemment une foule énorme qui l'attendait devant son bus et il est arrivé et il s'est jeté dans les bras de sa famille. Alors il y avait sa maman, il y avait sa chérie, son frère, son père, voilà, tout le monde. Et il s'est mis, alors il a pris le champagne, il a arrosé tout le monde, il a fait un clapping aussi, il est monté sur son bus, il a fait un clapping et tout ça c'était sur la place de la Concorde. C'était exceptionnel. Christian Mazola, vous êtes président du Paris Cycliste Olympique, c'est le premier club de vélo sur Paris. Vous l'avez senti cet enthousiasme avec
avec vos adhérents. Oui, tout à fait, parce que en fait, les jeunes surtout, puisque moi j'ai quand même pas mal de jeunes au sein du club, et donc bien sûr qu'ils s'identifient un peu à tous ces champions, et d'autant plus que cette année, les Français ont été relativement présents, donc pour eux c'est encore un petit plus. Donc en fait, il y avait encore plus d'enthousiasme finalement. Et voilà, ça a monté petit à petit justement, ou c'était dès le départ? Non, je pense que c'était dès le départ, mais en fait, vu le crescendo du tour, en fait, il y a eu un enthousiasme pendant la durée des 3 semaines, puisque le suspense était haletant. Et justement, le suspense, Pascal Chanteur, c'est ce qui fait, avec qui on a suivi justement ce Tour de France 2019. Ce suspense, ça a été l'élément très important pour dire finalement qu'on a vécu une année peut-être à part. Oui, pour ce qui est du suspense, ça fait déjà plusieurs années que le Tour de France se joue pratiquement dans les dernières étapes. Il est vrai qu'il y avait une équipe qui tenait la course bien en main, mais ça se jouait à quelques secondes régulièrement. Cette année, ce qui était bien, c'est qu'il y avait des coureurs français qui étaient aux avant-postes. Il y avait des coureurs français, et en l'occurrence Julien, qui avait le maillot jaune. Donc c'est quelque chose qui, dans les yeux des Français, c'est quelque chose d'important, parce que ça a une véritable image, ça a une véritable connotation de leadership, même si nous, connaisseurs du vélo, savons que Julien est quand même toujours le numéro 1 mondial. Et il était numéro 2 dans son équipe. C'était Enric Mas, le numéro 1. Exactement. Donc tout ça a fait que ça a donné une émulation. Tout à l'heure, on entendait le président du club parler de ces jeunes, mais il faut laisser du temps aussi, parce que tous ces enfants qui ont regardé le Tour de France, qui ont certainement joué au Tour de France avant d'en faire un sport, ça va mûrir dans leur esprit. Oui, et j'espère que ça va rejaillir dans les clubs et auprès de nos départements, de nos régions, et bien sûr de notre fédération. C'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, les champions ne manquent pas de le souligner. C'est quelque chose qui pour eux, même si ce n'est pas la première des choses qu'ils se posent comme question, ils sont passés par là. C'est qu'à un moment donné, que ça soit Thibaut ou que ça soit Julien, avant d'être sur le vélo, ils ont vu des champions. Il y a des images de Thibaut Pinot qui, à 7 ans, dit que son idole est Richard Virenque et qui voudra un jour avoir le maillot jaune. C'est exactement ça. Ça commence comme ça, en fait. On s'identifie en fait à des champions. Mais bien sûr, vous avez des photos qui circulent de Nibali quand il est à côté de Pantani. Vous avez... vous savez, le haut niveau, il faut jamais le mettre de côté. Parce que le haut niveau, on dit toujours, c'est la vitrine. Et la vitrine, c'est très important. Hein. Quand on a une vitrine à la maison, on y prend soin. Et bien, nous, on a vécu des moments difficiles. On a su faire notre évolution il y a déjà bien longtemps, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes coureurs qui sont dans le peloton qui ne savent pas de quoi on parle, parce que ça fait plus de 25 ans. Et oui. D'accord. Et oui, bien sûr. Eux, ils ont jamais connu ça. Souvent, dans l'esprit des gens, on a tendance à l'oublier. Mais moi, j'ai des coureurs. Vous savez, et les coureurs d'aujourd'hui ont très peu aussi, pour la plupart, parce qu'il y en a qui l'ont, mais l'histoire de leur sport. Et j'ai très régulièrement, parce qu'on voit arriver les jeunes coureurs, et très régulièrement, quand on leur pose des questions, ils sont même surpris de certains noms. Et qui sont des grands noms du cyclisme. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est la génération 2.0 et on vit dans l'instant. Et donc, moi, dans le passé. Exactement. Donc, ils se font leur propre histoire. Ils se forgent leur propre histoire. Et en sachant quand même qu'elle n'a pas été simple. Mais aujourd'hui, voilà, j'aime pas le mot nouveau cyclisme. C'est le cyclisme d'aujourd'hui. Et quand je vois Thibaut, quand je vois l'abnégation qu'il peut avoir, quand je vois Julien défendre son maillot comme il l'a défendu jusqu'au bout, tout au long de ce Tour de France, je veux dire, c'est un fantastique visage qu'ils ont montré à la jeunesse française, qu'à un moment donné, il faut rien lâcher. Pour pouvoir obtenir quelque chose, il faut d'abord du travail, il faut de l'abnégation, il faut du sacrifice, il faut énormément de valeur pour arriver là où on veut aller. Allez, la question qu'on vous pose ce matin sur les réseaux sociaux, l'édition 2019 du Tour de France restera-t-elle dans l'histoire? Vous nous appelez 0826 300 300, on est justement avec Frédéric d'Arcachon. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous et merci de me prendre à l'antenne.
Alors, je voudrais pas jouer les vilains petits canards, mais bon, je dirais que c'est une belle réussite médiatique. Hein. Bon, ça c'est clair. Oui, on a eu des records d'audience. Mais alors, un truc me dérange un petit peu. Bon, il faudrait pas recréer un deuxième Poulidor. Et ça, j'ai un petit peu ce phénomène Poulidor, parce que vous savez, j'ai vécu ça étant jeune. Bon, je trouvais pas ça du meilleur goût, mais enfin, c'est autre chose. Et je voudrais vous demander, à aucun moment on a entendu parler de problèmes de contrôle positif. Donc tous les contrôles étaient négatifs. On est sûr de tout ça, qu'il y a aucun problème. Tout est parce que c'est tant mieux. Remarquez, c'est pas ça le premier. À aucun moment on a entendu causer de ces fameux problèmes qui ont fait des scandales. Les années précédentes. Des décennies précédentes. Merci beaucoup Frédéric d'Arcachon. Merci pour votre réaction. On va justement demander à Augustin Moriot, journaliste sportif Sud Radio. C'est vrai qu'on n'en a pas entendu parler cette année. Ça fait plusieurs années d'ailleurs qu'on en entend. Il y a eu une toute petite polémique, mais qui n'a pas vraiment éclos avec l'écorce cétonique. C'est un complément de glucides qu'utilisait notamment la Deceuninck Quick-Step. Après, comme tout le monde l'utilise et que c'est fait dans beaucoup de sports, ce n'est pas considéré comme du dopage. Et comme la Ligue mondiale antidopage n'a pas considéré ça comme du dopage, à mon avis, on peut vraiment considérer que ça n'en est pas, puisque c'est le grand combat de ces dernières années. Et puis, je pense que simplement le fait d'en reparler raviverait de mauvais souvenirs, alors qu'il n'y en a pas besoin, puisque si on n'en a pas parlé, c'est qu'il y a eu que des contrôles négatifs. Pascal Chanteur, justement là-dessus. Non, juste pour étayer les propos de monsieur, il faut savoir que des contrôles sont subis chaque jour. Il y a des contrôles urinaires, il y a des contrôles sanguins, ils sont faits à l'improviste. C'est-à-dire qu'ils peuvent être faits le soir, ils peuvent être faits le matin. Certains en râlaient d'ailleurs, c'était de temps en temps le soir très tard. Il y en a même eu un qui a été fait dans un bus le matin d'une étape quand même. Donc les coureurs donnent beaucoup de leur personne pour la lutte antidopage et pour la crédibilité de leur sport. Aujourd'hui, parce qu'on parle du dopage médical, mais il y a aussi le dopage mécanique. Vous avez aussi des contrôles sur les vélos, vous avez des rayons X sur les vélos dans chaque étape de montagne. Vous avez le poids qui est vérifié sur chaque étape. Donc aujourd'hui, et on va attendre parce que, encore une fois, il y a aussi le fait qu'on va garder les échantillons pendant de nombreuses années. Comme le cas de Laurent Jalabert, on s'en souvient. Là, c'est encore autre chose, parce que c'était une enquête parlementaire qui avait été faite. Mais sans parler de ça, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des échantillons qui sont préservés dans des laboratoires pendant plus de 10 ans. Et ça fait la différence du coup, parce que ça veut dire que s'ils se font pas choper aujourd'hui, ils se font choper avec les évolutions qu'on a actuellement. Merci beaucoup à vous. On va continuer le débat juste après quelques secondes de pause. Je vous rappelle la question, l'info-vérité, Tour de France. Est-ce que cette année restera dans l'histoire de la Grande Boucle? Vous continuez à nous appeler 0826 300 300. Et puis, vous laissez vos avis, vous commentez, vous votez sur notre compte Twitter Sud Radio. Parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et cette enquête, elle porte sur le Tour de France avec cette question qu'on pose à nos auditeurs. L'édition 2019 restera-t-elle dans l'histoire? Vous nous appelez, bien sûr, au 0826 300 300. Vous réagissez également sur les réseaux sociaux. Benjamin, on vous retrouve avec premier point avec Mathilde Chouin. Un nouveau point avec Mathilde Chouin sur les résultats pour le moment. Oui, ça bouge un tout petit peu. 52%, 48%. Alors, qui vous êtes, ceux qui pensent que ce Tour de France ne va pas rester dans les mémoires? On vous attend. Ça se resserre. On est toujours avec nos invités, Augustin Moriot, journaliste sportif Sud Radio, Christian Mazola, président du Paris Cycliste Olympique, Pascal Chanteur, consultant Sud Radio, ancien professionnel, coureur professionnel, et puis président du syndicat français des coureurs cyclistes, et Frédéric Brindel aussi est avec nous. Vous nous avez fait vivre ce Tour de France. Je me tourne vers Christian Mazola, justement après ce Tour de France. Alors on n'a pas de vainqueur français, mais on a l'impression qu'il y a quand même eu la petite étincelle, que parmi le public, il y a eu une sorte d'amour finalement pour ces coureurs cyclistes. Et peut-être c'est l'idée du panache qui ressort aussi sur ce Tour de France. Oui, les Français, comme on le dit toujours, c'est le petit supplément qui fait que le public s'intéresse, parce que moi j'ai des souvenirs si on se réfère aux tours qui sont un peu restés dans les mémoires, on s'aperçoit qu'il y a eu, pour les plus anciens, le Tour de Jean Robic en 47, et où il a pris le maillot jaune dans la dernière étape. C'était un fait comme ça qui était déjà. Après, on se souvient du Tour de 64 avec le célèbre duel Poulidor en Quetil sur les pentes du Puy-de-Dôme, et aussi une dernière étape contre la montre qui fait que là aussi Poulidor pouvait l'emporter lors de la dernière étape. Et là, qu'est-ce qu'on va retenir justement sur ce Tour de France? C'est quoi? Je pense que c'est justement le fait que le suspense était jusqu'à la dernière minute, et ça, je pense qu'il faut quand même retirer un coup de chapeau aux organisateurs,
organisateurs qui ont sorti un Tour de France cette année, le tracé, qui est le truc primordial. Si on veut se référer un petit peu à un comparatif avec un bon film ou un truc, quand on dit un bon film, c'est parce qu'il y a un bon scénario et après il y a un bon casting. Et donc il y avait un bon scénario parce que le tracé était adéquat et il allait crescendo jusqu'à la dernière semaine. Et il y avait un bon casting parce que justement les coureurs ont fait pour, c'est les coureurs qui font la course. Et quand c'est des Français en plus qui font la course, c'est un plus. Alors Frédéric Brindel, qui est avec nous aussi, journaliste Canal+, qui nous a fait suivre ce Tour de France sur Sud Radio. Il y a aussi eu, donc il y a cette question du tracé. Il y a peut-être aussi le fait qu'on n'a pas eu d'équipe ultra dominante finalement comme les autres années. C'est ça. Ou alors c'est une fausse impression. Non, c'est en fait, je pense que c'est un petit peu le point de départ, parce que ce qui avait un peu inquiété, c'était cette domination de l'équipe Sky qui est devenue donc pour mémoire Ineos maintenant. Ineos, et ça avait dérangé. En fait, on se retrouvait sur des Tours de France qui ressemblaient à ceux d'Armstrong, avec l'US Postal qui dominait, qui imprimait un rythme, et en fait jamais on ne pouvait imaginer qu'un coureur puisse empêcher cette équipe de mener à bien la victoire. Là, ça a été effectivement exactement le contraire. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Je pense que les grands spécialistes de cyclisme vont vous dire que la question vraiment importante restera, et si Thibaut Pinot n'avait pas été blessé, parce qu'on avait vraiment en la personne de Thibaut Pinot quelqu'un qui pouvait rivaliser avec Egan Bernal. On voyait bien que Geraint Thomas était un peu limité, mais c'était du souhait même des organisateurs un tour pour les grimpeurs. Et on voyait bien que le meilleur grimpeur du monde allait gagner ce Tour de France. Et quand on voit le potentiel des uns et des autres, c'était soit Bernal, soit Pinot. Maintenant, il y a en plus une autre question qui est une approche un peu plus grand public sur laquelle on peut surfer. C'était, est-ce que Julien Alaphilippe pouvait gagner le Tour de France? On savait très bien, en étant un peu au fait du jour, que ça serait vraiment, mais quasiment impossible. Mais vu le scénario et surtout vu son abnégation, on a effectivement là un Tour de France qui est marqué par ce bonhomme, Julien Alaphilippe, avec son état d'esprit et avec sa bravoure. Voilà. Puis il y a plein de choses. Le premier Colombien qui gagne le Tour de France. On va en parler. Ça parle aussi. Ça c'est vrai, Augustin Morio. Il y a plusieurs figures qui ont marqué sur ce Tour de France. Il y a Julien Alaphilippe et puis il y a ce jeune Colombien, Egan Bernal, qui est pour le grand public qui est sorti de nulle part, alors que finalement on le voyait venir petit à petit quand même. Oui, alors le coureur d'Ineos. Alors il faut quand même, les amateurs de cyclisme le savent, il a 22 ans, mais il a quand même un Tour de l'Avenir gagné en 2017. Il avait terminé 4e en 2016 derrière David Gaudu, je tiens à le souligner. David Gaudu, le coureur de la FDJ. Mais quand on gagne dans la même année Paris-Nice et le Tour de Suisse, on en a parlé un peu avant l'antenne, ça reste une performance absolument impressionnante à 22 ans, parce que c'est une course par étapes, donc il marque le coup. Le Tour de Suisse termine par un contre-la-montre, donc il montre aussi qu'il est excellent dans cet exercice qui est absolument indispensable dans les grands tours. Et à mon avis, il ne fera que progresser, parce que souvent on constate qu'avec l'âge, les coureurs deviennent bien meilleurs dans le contre-la-montre. Est-ce que Pascal Chanteur, c'est aussi peut-être une bascule de l'histoire du Tour de France, c'est qu'on arrive avec un coureur cycliste qui peut marquer de son empreinte de façon importante les prochaines années? Non, vous avez l'air de pas être d'accord, allez-y. Non, je suis assez d'accord sur votre analyse. Egan Bernal, c'est l'avenir. Mais il ne faut pas non plus jeter Geraint Thomas, qui cette année a eu quand même de grosses difficultés d'ordre physique et médical par rapport à des chutes et autres. Vous avez quand même Froome qui a eu un grave accident il n'y a pas si longtemps. Donc imaginez l'année prochaine où vous avez ces 3 coureurs dans la même équipe, avec d'autres bien sûr. Roglic qui revient dans la Jumbo-Visma. Bien sûr. Donc voilà... il est là, c'est l'avenir, ça c'est clair. C'est le futur très très grand, ça on sait. Dans le vélo on sait. Il n'a pas eu les résultats, il n'a pas obtenu tout ce qu'il a obtenu sur le fruit du hasard. C'est un travailleur, il est basé en Italie, il a fait de gros sacrifices familiaux pour pouvoir se mettre dans les meilleures conditions pour être coureur cycliste aujourd'hui. Donc non, c'est juste fantastique. Et on va s'en apercevoir dans quelques jours, parce que il va rentrer au pays. Il va rentrer au pays, et là ça va être juste incroyable. Parce que le cyclisme là-bas, c'est quasi une religion au final. Oui, c'est quelque chose de très important, et puis ça véhicule tellement
tellement de choses pour le peuple colombien. Voilà, donc il y avait eu la victoire d'un Colombien au Tour de l'Avenir et ça avait remué des millions de personnes à Bogota. Là, un Tour de France, j'ose imaginer ce qui va se passer. Juste un petit retour en arrière par rapport à l'analyse de la course. N'oubliez pas une chose, c'est que là, c'est plus pour les tacticiens, les techniciens, un peu plus professionnels, mais l'histoire des bonifications. Oui, ça a été un gros changement. Les dernières difficultés. C'est ce qui a déverrouillé le Tour de France. Il faut jamais l'oublier. Ils ont été obligés d'attaquer, en fait. Mais bien sûr. Et le rouleau compresseur qu'on pouvait voir auparavant, où vous aviez 3-4 équipes en tête de peloton et tout ça, ne s'est pas vu à cause de ces bonifications, parce qu'il y avait la possibilité d'accéder immédiatement au maillot jaune. Et à chaque fois que Julien a pris le maillot jaune, parce qu'il l'a pris 2 fois, à Saint-Étienne, c'est grâce à ça. C'est parce que ça a déverrouillé, ça a décadenassé la course. C'est ça, oui. Pardon. Pardon, oui, allez-y. Non, c'est surtout parce que je pense qu'il y a un resserrement par le haut, quoi. Le nivellement est par le haut, et les coureurs se tiennent vraiment. Dans le temps, il y avait des écarts en minutes parce qu'en fait, il y avait des niveaux qui étaient extrêmes, quoi. Alors que maintenant, tous les leaders de chaque équipe sont préparés pour cet événement-là, donc ça se tient à très peu. Les 4 premiers se tiennent en 2 les minutes. bonifications qui, il y a 10 ans ou 15 ans, n'auraient eu aucune utilité, parce qu'il y en avait déjà eu des bonifications sur des étapes du Tour. Et en fait, quand on se rappelle du Tour d'Anquetil, il y avait 1 minute de bonification au vainqueur de chaque étape. Donc maintenant, ça ferait une différence énorme actuellement. Bon. Donc maintenant, ça joue à quelques secondes, et donc ça fait que maintenant, ça redonne un petit peu, justement parce que il y a un resserrement pour moi de l'élite qui fait que maintenant, il faut justement avoir des courses qui soient beaucoup plus resserrées, des étapes plus courtes, des étapes resserrées, et justement pour qu'il y ait du suspense. C'est ça qui... Justement, Augustin Morio, sur ce Tour de France, ça a joué justement ces bonifications aussi. Ça a été une grosse différence dans l'enchaînement des étapes et dans la lutte pour la victoire. Bah oui, justement, vous disiez qu'avant il y avait des bonifications d'1 minute. Aujourd'hui, ça nous aurait plutôt arrangé en tant que Français, parce qu'on voit que Ineos n'a pas gagné d'étape. La Jumbo-Visma n'a gagné que le contre-la-montre par équipe. Et puis c'est aussi un petit peu décevant de voir des coureurs comme Steven Kruijswijk sur le podium, parce que c'est des coureurs qui certes sont très réguliers. Il n'a pas beaucoup attaqué. Non, il n'a jamais attaqué. Il a toujours été dans la roue souvent dans la roue des Ineos d'ailleurs. Il a bénéficié d'un gros travail de ses coéquipiers. Je pense à notamment De Plus sur l'étape de Val Thorens. Et c'est des coureurs qui ont privilégié aujourd'hui peut-être plus la régularité que l'audace et le panache d'Alaphilippe. Et Alaphilippe le savait très bien, il ne pouvait pas gagner sans équipe. Et on dit aujourd'hui que finalement les équipes n'ont pas écrasé ce tour. Mais finalement on constate quand même qu'ils font les 3 premières places, Ineos et Jumbo-Visma, et qu'Alaphilippe n'aurait rien pu faire sans son équipe. Christian Mazola, est-ce qu'on peut espérer une victoire française dans les prochaines années ? Je le pense, si justement l'aspect médiatique du Tour et les résultats des Français actuels qui sont là, et il y en a des jeunes qui peuvent arriver derrière, donnent conscience aux investisseurs français qu'il faut peut-être encore plus avoir une équipe, parce que en fait c'est les équipes étrangères qui ont les budgets les plus importants, et donc on s'aperçoit que pour gagner le Tour il faut avoir une équipe à la hauteur de ses ambitions, et que justement pour l'instant les budgets des équipes françaises ne sont pas encore à la hauteur de ces équipes étrangères, et que si justement les investisseurs veulent y mettre le paquet, on pourra peut-être avoir des coureurs qui pourront aider les leaders français à s'imposer. En tout cas, ils peuvent rebondir, peut-être les Julien Alaphilippe, les Thibaut Pinot, Pascal Chanteur, ça peut être sur eux qu'on peut miser tous nos espoirs finalement pour la suite. Écoutez, vous savez, j'ai vu un reportage hier soir sur Thibaut Pinot. On l'a tous regardé. Voilà, je pense que tout le monde a eu la chance. Et puis, si vous l'avez pas eu, regardez-le. Je pense que Thibaut va revenir, il va se reconstruire parce que c'est une grosse désillusion. Mais il l'a dans le sang. Il l'a dans le sang. Il l'a dans le sang. Il est prêt à faire les sacrifices pour. Aujourd'hui, il le dit haut et fort. Le Tour de France. C'est le Tour de France et rien d'autre. Donc Thibaut sait qu'il en a les capacités, et aujourd'hui, maintenant, il va l'avoir en tête encore plus que par le passé. Parce que le passé, il était un petit peu plus dans les pays, les contrées étrangères. Mais là, il est revenu, il est bien revenu, et je pense qu'il faut compter sur lui. Julien, c'est encore autre chose, parce que Julien, il aspire à d'autres victoires, que ce soit les classiques, que ce soit les titres mondiaux, parce que Julien va être champion du monde dans les prochaines années, c'est indéniable.
Il a dit que son objectif c'était le Tour des Flandres, hein, il l'a dit d'ailleurs hier. Et puis à mon avis, tant qu'il restera dans cette équipe de la Quick Step, une équipe belge, hein, il faut le souligner, qui vise les classiques et pas forcément les grands tours, il collera avec cette philosophie. Puis il a toujours été dans cette équipe, donc il a une certaine fidélité par rapport à ça. Merci beaucoup à vous tous. Merci Augustin Morio, journaliste sportif Sud Radio. Merci à vous, Christian Mazola, président du Paris Cycliste Olympique, le premier club de vélo à Paris. Merci à vous, Pascal Chanteur, qui nous a accompagnés aussi sur ces 3 semaines de compétition, consultant Sud Radio, ancien coureur professionnel et président de l'UNCP, le syndicat français des coureurs cyclistes. Et puis merci aussi à Frédéric Brindel, qui nous a accompagnés au téléphone, journaliste Canal+ Cyclisme. Mathilde, on fait un point rapide sur les conclusions finalement de ce vote. Qu'est-ce que ça a donné alors ? C'était serré au début et ça terminera serré, 53-47%. De personnes qui pensent que ça va rester dans l'histoire. Bon, il restera dans les mémoires. Merci beaucoup à tous nos invités. Et puis, on continue sur Sud Radio avec vous. Celle qui reste, c'est évidemment Mathilde Chouin. On la retrouve dans un instant pour On en parle. Et puis, ça va mieux en le disant. Notre psy Jean Dorido nous parlera plaisir.